Bonjour et bienvenue sur France 24. Une réaction ce matin sur les événements en Ukraine, celle de la Turquie qui dit s'inquiéter du sort de la minorité des Tatars turcophones dans la province autonome de Crimée, où la Russie, vous le savez, a dépêché des forces armées. La Crimée, où nous rejoignons tout de suite l'un de nos envoyés spéciaux, Johan Bodin à Péryvnaï. Johan Bodin, peut-on dire que la Crimée est ce lundi sous le contrôle des forces pro-russes ? Eh bien, en tout cas, cela en a tout l'air, puisqu'en quelques jours, tous les bâtiments officiels, les voies de communication terrestres et désormais les derniers bastions qui auraient pu être encore fidèles aux forces de Kiev semblent avoir été neutralisés. Il s'agit des casernes de soldats ukrainiens qui sont stationnés ici en Crimée. Je suis en ce moment devant l'UNILEN, la base de Péryvnaïa, et depuis 24 heures, des soldats qui se disent être ici pour protéger les citoyens russes, des soldats qui se disent russes, encerclent cette caserne. Nous avons vu à plusieurs reprises des éléments de soldats ukrainiens quitter la base pour rentrer chez eux. Difficile de dire s'ils vont revenir, mais l'ambiance ici n'est pas belliqueuse. Les chargeurs dans les fusils d'assaut ne sont pas engagés et les soldats se regardent sans vraiment avoir l'impression que dans quelques heures, eh bien, les soldats ukrainiens vont défendre coûte que coûte leur base comme le demande Kiev. Y a-t-il des signes de résistance de l'armée ukrainienne ? Eh bien, véritablement non, puisque nous avons déjà vu qu'hier, un des principaux hauts gradés des militaires ukrainiens basés ici en Crimée, il s'agit de l'amiral de la flotte ukrainienne, a fait défection. Il avait été nommé 2 jours avant par les nouvelles autorités de Kiev pour être stationné ici en Crimée. Il est basé à Sébastopol. Il faut savoir qu'à Sébastopol, à côté des 150 unités de la marine russe, stationnent quelques éléments de la marine ukrainienne. Certains éléments de cette marine ukrainienne seraient partis, se seraient réfugiés à Odessa. D'autres sont restés à Sébastopol. Cet amiral a décidé de passer sous autorité des autorités de Crimée, des autorités pro-russes de Crimée, ces autorités dont on ne sait très peu de choses. On sait juste qu'il y a un Premier ministre qui s'appelle Sergueï Aksyonov, qui a demandé l'aide de la Russie. La Russie a répondu à son aide. Il est pro-russe et dénonce les autorités de Kiev qu'il qualifie d'extrémistes nationalistes. Merci Johan Bodin, envoyé spécial de France 24 à Péryvnaï. Face aux événements, la diplomatie s'active. Les Nations Unies annoncent que Ban Ki-moon va rencontrer ce lundi à Genève le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov en marge du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Réunion également dans moins de 3 heures des ministres européens des Affaires étrangères à Bruxelles. Pendant ce temps, les États-Unis haussent le ton. Écoutez John Kerry. Il va perdre sur la scène internationale, la Russie va perdre, le peuple russe aussi. Elle peut même ne plus faire partie du G8 si cela continue. La Russie peut se retrouver avec des gels d'avoirs sur ses activités commerciales. Les Américains peuvent se retirer des affaires, le rouble est déjà en train de dégringoler. Le prix à payer est énorme, les États-Unis sont unis, la Russie est isolée, elle n'est pas en position de force. La France, elle, se fait plus modérée. Elle veut croire au dialogue entamé hier par Angela Merkel avec Vladimir Poutine, qui aurait accepté le principe d'un groupe de contact. Je vous propose d'écouter Laurent Fabius ce matin sur RTL. Non, nous ne sommes pas là. La France... C'est paradoxal de livrer des armes à un pays qui viole les lois internationales. Oui, mais pour le moment, nous en sommes à essayer de stopper le mouvement russe en Ukraine et d'autre part à maintenir le dialogue, ou plutôt à l'établir. Mais vous avez vu que la France a été l'un des premiers pays à dire, en ce qui concerne le G8, qui lui aussi doit fonctionner selon les lois internationales, nous suspendons notre participation. Et je pense que les autres pays du G7 vont faire la même chose. Vous avez l'espoir de stopper cette escalade militaire, Laurent Fabius, ce matin ? Oui.
Voilà, une réaction plus ou moins sévère des chancelleries. Georges Ledric, les sanctions économiques sont-elles envisageables? Alors de la part des États-Unis, oui, car Moscou n'est pas un partenaire commercial stratégique pour Washington. C'est en revanche beaucoup plus délicat pour l'Union européenne, puisque l'Europe est l'un des principaux partenaires commerciaux de la Russie, devant la Chine et la Biélorussie. Le principal point de contact reste bien évidemment les exportations de matières premières, en particulier de gaz naturel, puisque l'Europe consomme 40% du gaz russe, qui couvre un quart de ses besoins. Alors si le conflit s'aggravait avec l'Europe et que le robinet du gaz venait à se fermer, les conséquences ne seraient pas immédiates, puisque les fournisseurs européens de gaz ont annoncé qu'ils avaient déjà constitué des réserves, 4, 5, voire 6 mois de réserves. Du côté russe, ce serait effectivement aussi très délicat de prolonger pendant longtemps ces arrêts de livraison, puisque le coût serait énorme. En tout cas, ce matin, l'impact de la crise est manifeste sur les marchés financiers. Oui, la crise a fait plonger l'ensemble des bourses européennes, à Londres, à Paris, à Francfort. L'impact est très important, vous le voyez, moins 1,60 à Londres, moins 1,9 à Paris et moins 2,5 à Francfort. C'est également le cas en Russie, c'est même beaucoup plus important puisque la bourse a perdu près de 9% ce matin. Le premier message, c'est que les investisseurs ne peuvent plus ignorer le conflit ukrainien. Le deuxième message, c'est que de plus en plus d'investisseurs veulent sortir leur argent du pays de manière très concrète. Cela veut dire qu'il va être de plus en plus difficile pour les entreprises russes de lever de l'argent sur les marchés financiers et donc de pouvoir se développer à la fois à l'étranger ou même en Russie. Alors pas de sanctions économiques, on l'a vu, en provenance des Européens, ils n'en ont pas l'intérêt. Le vrai risque pour Moscou, en fait, vient de l'Ukraine. Et oui, c'est le risque numéro 1, c'est que l'Ukraine refuse d'honorer ses créances, puisque l'Ukraine représente environ 21 milliards d'euros de créances. Il y a 3 banques russes qui sont particulièrement exposées. Il s'agit de la Vnesheconombank, qui investit près de 30% de son capital, c'est énorme. Il y a aussi la Gazprombank, qui a investi 15%, et VTB, environ 11% via différentes filiales. Alors ces investissements sont beaucoup plus risqués qu'il y a quelques années. Avec la crise, les entreprises ukrainiennes risquent d'être très nombreuses à ne pas pouvoir rembourser leurs prêts. Côté russe, on assure que ces investissements représentent une goutte d'eau dans le bilan des banques. Alors c'est peut-être vrai, mais les marchés financiers n'aiment pas du tout l'incertitude et ils risquent de faire payer très cher à ces banques ces risques, ces mauvaises créances qui traînent dans leur bilan. Merci Georges pour cet éclairage économique de la crise. Les événements en Ukraine sont vus d'une toute autre façon en Russie. La grande majorité de la population est derrière Vladimir Poutine. Regardez ces manifestations qui ont eu lieu hier à Moscou. À Moscou, les dissidents n'ont pas vraiment voix au chapitre. Gloire à Poutine, gloire au Berkout. Sur ces affiches, ces manifestants ont tenu à montrer leur soutien aux forces spéciales ukrainiennes qui ont mené la répression, place de la Dépendance à Kiev, et à soutenir l'intervention militaire russe en Crimée. Laisser tomber l'Ukraine au bénéfice d'extrémistes serait vraiment mauvais. Poutine a fait un travail vraiment fantastique lorsqu'il a imposé la paix en Géorgie. La même chose doit être faite en Ukraine. Ils étaient 27 000 à battre le pavé moscovite ce dimanche en soutien à la politique de Vladimir Poutine. Un argumentaire repris en écho par le Premier ministre russe sur sa page Facebook. Pour nous, l'Ukraine, ce n'est pas un groupe de personnes qui, versant du sang sur Maïdan, ont pris le pouvoir en violation de la Constitution et des autres lois du pays. Un soutien massif, mais pas unanime. Des dizaines de manifestants ont tenté de protester à Saint-Pétersbourg contre l'intervention russe en Crimée. Nous sommes venus ici avec cette banderole car nous croyons que l'intervention militaire en Crimée est similaire à l'Anschluss et c'est un déshonneur pour l'ensemble de notre pays. Nous sommes contre cette intervention, contre tout nouveau déploiement militaire russe dans d'autres pays. Une dizaine de manifestants auraient été arrêtés lors de ce regroupement qui n'aura duré qu'une vingtaine de minutes avant d'être dispersés par la police. Merci d'avoir choisi France 24. La situation en Ukraine est la pire crise en Europe depuis le début du siècle. Ce sont les mots ce matin du chef de la diplomatie britannique William Hague. Ce matin, la province autonome de Crimée reste sous le contrôle de la Russie qui a dépêché, vous le savez, des forces armées depuis 3 jours. Reportage de l'envoyé spécial de France 2, Arnaud Comte. Le commando armé avance en terrain conquis, sous le regard ébahi de ses militaires, prisonniers de leur propre caserne.
Des centaines d'hommes, peut-être plus. Toi, tu y vas tout seul, vous deux, par là. Encercle la 36e brigade des gardes-côtes ukrainiens. Maître des lieux, sous le drapeau d'une nation qui n'est pas la leur. Vous avez vu l'immatriculation de leur camion? Bien sûr qu'ils sont russes. Ce n'est désormais un secret pour personne, et certainement pas pour ces Ukrainiennes qui parlent d'invasion. On est pour la paix, pour qu'il n'y ait pas de guerre. Et regardez, ils prennent nos casernes. Ils sont arrivés de nuit casqués et cagoulés. Je les implore de ne pas tirer, de se rappeler qu'eux aussi ont des mères et des enfants, et que Poutine n'est pas éternel. Aucun échange de tirs à signaler, aucun combat, mais un rapport de force assurément déséquilibré. Pas de commentaire. Une photo par-ci, une photo par-là. Merci. Ces militants pro-russes se félicitent de l'arrivée massive de ces soldats venus, disent-ils, les protéger contre le nouveau pouvoir en place. Nous ne voulons pas de Kiev, nous ne voulons pas de ces fascistes, et les fascistes viennent de là-bas. Vous croyez ça normal qu'ils détruisent les statues de Lénine, qu'ils veuillent nous interdire de parler russe, qu'ils nous provoquent ainsi? C'est notre histoire. Est-ce que les Américains accepteraient que l'on casse les statues de George Washington, qu'Obama vienne ici, voir ce que souhaite vraiment le peuple? 10 mètres plus loin, adossé à la caserne, l'église orthodoxe du Père Ivan. Quelques prières pour l'unité du pays et surtout un vœu cher adressé à l'Occident. Il faut que la communauté internationale agisse pour aider l'Ukraine à rester un pays démocratique. Je trouve ça inadmissible que des troupes étrangères fassent la loi sur un territoire qui ne leur appartient pas. Tous les lieux stratégiques de la péninsule de Crimée sont ce soir sous le contrôle de ces soldats qui ne portent toujours aucun insigne. La Turquie dit s'inquiéter du sort de la minorité des Tatars turcophones en Crimée. Armel Charrier, on l'oublie peut-être, mais les Tatars sont depuis installés très très longtemps en Crimée. Absolument, c'est une communauté musulmane qui remonte au XIIe siècle et donc qui a été installée en Crimée depuis cette époque, donc qui est totalement chez elle, qui a connu un épisode particulier dans l'histoire, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a largement été déportée par Staline qui lui reprochait ses accointances avec les Allemands, donc c'est une minorité qui a souffert et qui est revenus ensuite en Crimée. Ce ne sont du coup pas des gens qui supportent les Russes aujourd'hui. Au contraire, ils ont un Parlement national. Vous savez que la Crimée a un statut particulier, c'est une république autonome. Il y a un Parlement national pour les Tatars et le chef de ce Parlement a fait savoir qu'il n'était pas d'accord avec ce qui se passait et que s'il fallait prendre les armes, il le ferait. Donc il ne faut pas minimiser ce qui se passe de ce côté-là, parce que si un jour on voit un soldat russe qui tire sur un Tatar, vous imaginez l'image que ça peut donner à plein d'autres pays, à commencer par les pays du Caucase, qui dans ces cas-là se poseront des vraies questions. Les Tatars, ils représentent quoi en pourcentage dans la population? 12 à 15%. Que peut faire l'Europe qui réunit dans moins de 2 heures ces 28 ministres des Affaires étrangères à Bruxelles dans cette crise? La vraie question, c'est comment est-ce qu'on adapte des actes à un discours musclé? Et la question, elle reste en point d'interrogation. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a un vrai enjeu pour la Russie à se saisir de cette partie de l'Ukraine, l'enjeu est bien moindre pour l'Europe. Alors évidemment, le droit international est sur la table et le droit international, il dit qu'il y a une invasion. D'ailleurs, selon le mémorandum de Budapest, il y a 2 pays qui devraient dans ces cas-là intervenir parce qu'ils ont signé ce mémorandum, c'est les États-Unis et le Royaume-Uni. On les voit mal envoyer des troupes. Donc du coup, la question, ça va être de quoi va-t-on parler? Certainement diplomatie, certainement de sanctions économiques. C'est une question ouverte. On sait que Vladimir Poutine méprise les États-Unis et l'Europe. Il aurait accepté en revanche l'idée d'un groupe de contact, idée proposée par Angela Merkel hier dimanche. Pourquoi? Parce que la politique de l'Allemagne est très importante sur ce domaine-là. Il faut toujours avoir l'histoire en tête, c'est-à-dire que forcément on est obligé de penser à la Prusse, à l'Empire austro-hongrois, au Habsbourg, c'est-à-dire qu'en fait la logique de l'Allemagne a toujours été de regarder vers cette Europe septentrionale, vers le nord, et orientale, vers ces pays-là. Donc Angela Merkel connaît parfaitement cette situation, d'une part. D'autre part, c'est une Allemande de l'Est à la base, donc elle connaît aussi comment fonctionnent les Russes et elle sait parfaitement parler à Vladimir Poutine, il ne faut pas oublier qu'elle parle russe. Et ensuite, quand il y avait eu l'annexion en 2008 de la Géorgie par les Russes, elle avait regardé ce qui s'était passé, donc en fait de la Moldavie,
Et elle avait dit, nous ferons très attention à ce qui se passera un jour en Ukraine. Et donc elle est aujourd'hui en train de mettre ça sur la table. Et puis je crois que la nouvelle chancellerie allemande est beaucoup plus russophile que l'était la précédente. Merci beaucoup Armelle Charrier. Voilà, et dernière minute à propos de l'Ukraine, Sergueï Lavrov dénonce la présence d'extrémistes dans les villes ukrainiennes. Il accuse également le chef de la diplomatie russe, le nouveau gouvernement ukrainien, de s'attaquer aux minorités. Fin de citation de Lavrov qui parle beaucoup en ce moment. Nous y reviendrons. Restez avec nous. Soyez les bienvenus sur France 24. La communauté internationale très inquiète des initiatives à venir de Moscou dans l'est de l'Ukraine. Depuis 3 jours, la Russie a dépêché des soldats en Crimée. Ce matin, cette région autonome à majorité russophone était toujours sous le contrôle de forces pro-russe. Écoutez l'un de nos envoyés spéciaux, Johan Baudin, dans la ville militaire de Perivalnaïa. En quelques jours, tous les bâtiments officiels, les voies de communication terrestres et désormais les derniers bastions qui auraient pu être encore fidèles aux forces de Kiev semblent avoir été neutralisés. Il s'agit des casernes de soldats ukrainiens qui sont stationnés ici en Crimée. Je suis en ce moment devant l'UNILEN, la base de Perivalnaïa, et depuis 24 heures, des soldats qui se disent être ici pour protéger les citoyens russes, des soldats qui se disent russes, encerclent cette caserne. Nous avons vu à plusieurs reprises des éléments de soldats ukrainiens quitter la base pour rentrer chez eux. C'est difficile de dire s'ils vont revenir, mais l'ambiance ici n'est pas belliqueuse. Les chargeurs dans les fusils d'assaut ne sont pas engagés et les soldats se regardent sans vraiment avoir l'impression que dans quelques heures, eh bien, les soldats ukrainiens vont défendre coûte que coûte leur base comme le demande Kiev. Et face aux événements, la diplomatie s'active. Réunion dans moins d'1 heure des ministres européens des Affaires étrangères à Bruxelles. Pendant ce temps, les États-Unis haussent le ton. Ils réclament l'envoi immédiat en Ukraine d'observateurs de l'OSCE. Écoutez, John Kerry menaçait hier Poutine. Il va perdre sur la scène internationale, la Russie va perdre, le peuple russe aussi. Elle peut même ne plus faire partie du G8 si cela continue. La Russie peut se retrouver avec des gels d'avoirs sur ses activités commerciales. Les Américains peuvent se retirer des affaires, le rouble est déjà en train de dégringoler. Le prix à payer est énorme, les États-Unis sont unis, la Russie est isolée, elle n'est pas en position de force. La France, elle, se fait plus modérée. Elle veut croire au dialogue entamé hier par Angela Merkel avec Vladimir Poutine, qui aurait accepté le principe d'un groupe de contact. Je vous propose d'écouter Laurent Fabius ce matin sur RTL. Non, nous ne sommes pas là. La France... C'est paradoxal de livrer des armes à un pays qui viole les lois internationales. Oui, mais pour le moment, nous en sommes à essayer de stopper le mouvement russe en Ukraine et d'autre part à maintenir le dialogue, ou plutôt à l'établir. Mais vous avez vu que la France a été l'un des premiers pays à dire, en ce qui concerne le G8, qui lui aussi doit fonctionner selon les lois internationales, nous suspendons notre participation. Je pense que les autres pays du G7 vont faire la même chose. Vous avez l'espoir de stopper cette escalade militaire, Laurent Fabius, ce matin ? Oui. Et Ban Ki-moon doit rencontrer ce lundi à Genève le ministre russe des Affaires étrangères en marge du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Ksenia Bolchakova, vous êtes à Moscou pour des propos de Sergueï Lavrov tenus à Genève, je le disais, et manifestement le ton n'est pas à l'apaisement. Oui, puisque le chef de la diplomatie russe a défendu bec et ongle la position de Moscou. C'est en conformité avec la législation russe, avec le droit international que le Sénat a voté en faveur d'une intervention armée, nous dit-il, car l'objectif, eh bien, il est de défendre les citoyens russes menacés en Ukraine. Il a accusé ouvertement le gouvernement ukrainien de vouloir s'en prendre aux minorités russophones en disant que les radicaux contrôlent les villes, qu'au lieu de ce qui a été promis, ce n'est pas un gouvernement d'unité nationale qui a été formé, mais bien un gouvernement de vainqueurs qui veut punir les russophones. Et alors que les bruits de bottes s'accentuent à la frontière ukrainienne, Sergueï Lavrov a même invoqué les droits de l'homme. Laissez-nous défendre nos concitoyens, a-t-il déclaré. Il s'en est pris aussi largement aux Occidentaux. Nous savons par qui et comment la révolution a été fomentée en Ukraine. Des Occidentaux qui ont menacé de boycotter le G8 de Sotchi, qui ont menacé aussi de sanctions. Eh bien,
bien, c'est une position irresponsable selon Sergueï Lavrov. Il a une dernière fois appelé à ce que l'accord signé par Yanukovych et l'opposition le 21 février dernier soit mis en application. Une position donc très ferme, mais peut-être pas vraiment réaliste, puisqu'on le sait aujourd'hui, Viktor Yanukovych, considéré comme le président légitime par Moscou, n'a plus beaucoup de pouvoir et on l'imagine très mal revenir en Ukraine. Ksenia Bolchakova en direct de Moscou. Les événements en Ukraine à suivre également sur france24.com. Et puis dans moins d'une heure, à 13h heure de Paris, nous irons à Bruxelles et puis nous analyserons plus près évidemment cette crise ukrainienne dans Paris Direct.